Alors, toujours d'après Gilberte Châtel, Daniel Hollard est plutôt violent avec l'un de ses enfants. Et entre autres, Gilberte va expliquer un soir, Daniel Hollard va prendre son enfant et lui mettre la tête sous l'eau glacée, pour le calmer car il n'arrêtait pas de pleurer. Et c'est sa femme, Chantal, qui va lui dire non, ne fais pas ça. Cet enfant, toujours d'après Gilberte Châtel, va finir sa soirée dans les toilettes, enfermé, donc après une punition. Il se peut que donc Gilberte a entendu ça en tant que voisine. Et donc on se rend compte que Daniel n'est pas très gentil avec son enfant. Mais on va aller un peu plus loin, vous allez voir, c'est peut-être avec tous les enfants qu'il n'est pas très sympa. Alors on va donc aller un petit peu plus loin à propos de Daniel et Chantal. Les deux sont décédés. Daniel, je pense, dans les années 90, et Chantal Hollard, il n'y a pas si longtemps, un an peut-être, est décédé. Hollard Daniel et son épouse reçoivent chez eux un nommé Michel D. Je vais l'appeler comme ça. Surnommé la Belette. Et effectivement, dans les livres que j'ai déjà lus, on retrouve le nom de la Belette, qui est l'alibi de Daniel Hollard ce jour-là du 16 octobre. Ils ont été aux champignons et puis plus tard, ils se sont retrouvés chez Daniel. La Belette, Michel D, est l'amant de Madame Hollard. Ceci est de notoriété publique. Michel D possède une voiture Peugeot 305 de couleur bordeaux. C'est lui qui promène le couple Hollard-Daniel, Claude ou Chantal, mais surtout Daniel et Chantal, puisqu'ils n'ont pas de véhicule. En ce qui concerne toujours la famille Hollard, d'après Marie-Ange Laroche, en ce qui concerne Hollard-Claude, donc le frère de Daniel, je le connais moins que son frère Daniel. Je ne le fréquente pas, ni sa femme. Pour revenir à Hollard-Daniel, je sais qu'il n'a pas de voiture et que lui et sa femme ne conduisent pas. Par contre, je n'ignore pas qu'un homme vit chez eux. Il serait l'amant de Chantal. Je ne connais pas son nom, ni son surnom. Je sais simplement qu'il conduit un véhicule Peugeot 305 de couleur rouille qui lui appartient. Alors voici une déposition de Michel D. De 1976 à 1980, j'ai entretenu avec Chantal Hollard une relation intime qui a été portée à la connaissance de son mari par les parents de Hollard, Daniel. Daniel m'a interdit de revenir à la maison, mais 15 jours à 3 semaines plus tard, il a levé cette interdiction. Et de temps à autre, j'ai des rapports avec Chantal Hollard. Toujours à propos des Hollard, alors là je parle de Claude, le petit frère. En 1975, Hollard-Claude, demeurant dans la cité à l'Aveline de Vambrières, avait proposé à ma fille Chantal, alors âgée de 17 ans, de la prendre dans sa voiture, à condition qu'elle couche avec lui. Elle n'a pas accepté, et les choses en sont restées là. J'habitais alors avec Christine, Chantal et Gilles à l'Aveline. Le même individu a dit un jour à Chantal que si Christine ne lui disait pas bonjour, il lui foutrait son pied au derrière. À l'époque, il tournait autour de Christine. Déposition de Gilberte Châtel. Alors je m'arrête quelques secondes et puis je fais appel à vous, à vos souvenirs. Alors ça remonte à quelque temps, sur un live, on avait longtemps parlé du corbeau à Aumonzey qui avait peut-être aperçu, puisqu'il en parle comme ça, que Daniel Hollard rendait visite à Monique à l'époque où Albert était à l'hôpital. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il lui avait dit un jour « Tu disais pas ça quand je te sautais, quand ton vieux était à l'hôpital. » Il parlait donc, ce corbeau, de Daniel Hollard. Et on s'était dit, moi-même, que peut-être à Aumonzey, quelqu'un voit arriver la voiture de Daniel rendre visite chez Monique. Mais c'est un peu plus que ça. Déposition de Jackie Villemain. Je connais d'autres personnes qui ont fréquenté ma mère. Monsieur Hollard Daniel, par exemple,
qui habitait longtemps à l'Aveline devant Bruyères et qui se vantait partout de coucher avec beaucoup de femmes. Il avait beaucoup d'influence sur mon père, qui se confiait souvent à lui. Ils sortaient ensemble et je suppose qu'ils allaient même voir des prostituées. Il ne parlait que de femmes. Il s'est vanté d'avoir couché avec la femme de Robert Jacob. Il a beaucoup fréquenté ma famille pendant toute une période, jusqu'à ce que ma mère nous demande à Jean-Marie et à moi de le mettre à la porte, ou plutôt de l'empêcher de rentrer chez nous. Toujours d'après une déposition de Gilbert Villemain. Lorsque j'étais enfant, je me souviens qu'une personne est venue plusieurs fois chez nous. Cet individu se nommait Hollard Daniel. Pour ma part, je ne l'aimais pas. Mon père m'a rapporté que cette personne venait assez souvent voir Monique, ma mère, lorsqu'il n'était pas là. Je ne peux pas vous dire si ma mère a eu des relations intimes avec Daniel Hollard. Marie-Christine Villemain, née Jacques. Un jour, il me semble que c'était en 1981, car je venais déjà avec mon futur mari, j'ai appris que mon beau-père avait mis à la porte le nommé Hollard de l'Aveline, dont j'ignore son prénom. Je n'ai pas approfondi cela avec mon mari. J'ai pensé que mon beau-père ne l'aimait pas ou ne l'aimait plus, et avait eu ses raisons de le mettre dehors. Lorsque mon beau-père a été hospitalisé il y a plusieurs années, il s'est plaint que ce Hollard avait profité pour venir voir sa femme. J'ai déjà vu à plusieurs reprises cet homme chez mes beaux-parents, car il est revenu à la maison après en avoir été expulsé. À chaque fois que j'ai vu cet homme chez mes beaux-parents, mon beau-père était présent. Je sais également, selon les dires de mon beau-père, que celui-ci avait les mains baladeuses. J'ai aussi entendu mon beau-père dire « Je ne suis pas fou, je vois clair ». Audition donc de Marie-Christine Villemain, née Jacques. Je fais d'ailleurs une petite précision à propos de la famille Jacques. Eux-mêmes ont reçu des lettres du Corbeau, ou des appels plutôt, à la suite du crime de l'Aveline du Houx en juillet 1983, où on retrouve dans ce crime le frère de Marie-Christine. Toujours selon Gilbert Villemain, Daniel Hollard, à l'époque où il passe voir Monique, quand Albert n'est pas là, Gilbert se plaint que Daniel Hollard lui met des gifles et le met de côté pour être sûrement tranquille avec Monique, qui elle-même, il semble ne pas être vraiment d'accord avec tout ça, mais on ne sait pas trop, puisqu'elle se plaint quand même de Daniel. À propos d'une déposition d'Albert Villemain, alors que maman était partie et que papa était prisonnier, c'est effectivement ma grand-mère maternelle qui me gardait. La maison de mes parents était vide. Ma grand-mère, née Albine Ève, alors veuve, qui n'avait plus qu'un enfant à charge, à savoir Robert, est venue s'installer avec son fils dans la maison de mes parents. J'ignore si elle est venue de sa propre initiative. Toujours est-il que c'est pendant cette période, alors que j'avais 11 ans, que j'ai bien connu Robert Hollard, le fils d'Albine Ève, qui était âgé d'environ 30 ans. Étant décédé également de mort violente, parmi les personnes dont j'ai parlé, il y a aussi Robert. Il s'est pendu début 1942, alors que j'avais déjà été recueilli par mon oncle André. J'ignore les raisons de son suicide. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne s'entendait pas avec mon père, mais pour des raisons que je ne connais pas. Or, mon père s'est suicidé par pendaison en revenant de captivité en 1942, parce que sa femme le trompait. Or, bien peu de personnes sont au courant de ce fait. Même nos enfants ne sont pas au courant. Parmi ceux qui savent, il y a les Hollard, Gaston, donc le père de Daniel et Claude, et un frère de ma mère, la belle-mère de Verdu et une cousine à moi, les Baradel qui habitent à Erpelmont, derrière l'Aveline, Hubert Villemain, un autre cousin d'Erpelmont, et Georges Delettre, qui est marié à une cousine qui habite à Jussarupt. Et enfin, pour finir,
Bernard Laroche. D'après une audition de Gilberte Châtel, en 1982-1983, j'ai entendu dire à l'usine de la filature de la Vologne, donc à Laveline, où je travaille, un certain Dietsch, demeurant à Herpelmont, se serait plaint à la brigade de Courcieux de communication téléphonique anonyme. Il aurait reconnu Claude ou Daniel Hollard. La femme de Claude aurait reçu une lettre anonyme selon laquelle son mari couchait avec la femme de Dietsch. D'après une déposition d'Albert Villemain, un jour de mars 1983, alors que nous étions à la maison, ma femme et moi, notre fils Gilbert et sa femme, nous avons reçu la visite de Gaston Hollard et de sa femme Marguerite, de leur fils Claude et de sa femme. Quand j'ai ouvert la porte, Marguerite avait l'air surprise. Mais lorsqu'elle a vu mon mari, elle a eu l'air suffoquée. Elle portait un paquet à la main. Elle est redescendue tout de suite le mettre dans la voiture. Ils avaient reçu un coup de téléphone anonyme d'une fille se faisant passer pour notre fille Jacqueline. J'ai téléphoné à Marguerite Hollard le lendemain matin et c'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle avait reçu un coup de fil anonyme lui annonçant que je m'étais pendu aux chaudières et que l'enterrement avait lieu le lendemain. Quelques jours après, Monsieur Gaston Hollard s'est présenté chez nous. D'après l'audition de Monique Villemain, Monsieur Gaston Hollard s'est présenté chez nous avec son épouse et son fils Claude et sa femme, vers 17h. Il venait nous apporter une plaque mortuaire suite à l'appel anonyme d'une femme leur annonçant la mort de mon mari Albert. Cet appel, je m'en souviens maintenant, a été fait le 3 mars 1983. Non, je ne suis pas certaine. Cela devait être un peu plus tard. Je ne sais plus. Toujours en déposition, Monsieur Gaston Hollard a été prévenu du fait que mon mari se serait pendu. Il a eu affaire à une femme au téléphone ce jour-là. Nous avons reçu un appel anonyme vers 12h45 avec de la musique. Déposition de Chantal Hollard. Ma belle-mère a été contactée par une personne se faisant passer pour Jacqueline Villemain. Cela remonte à moins d'une année. C'est ma belle-mère elle-même qui me l'a dit. La fille au téléphone pleurait et annonçait le décès de son père, Albert Villemain. Ce dernier était soi-disant pendu. Dès qu'ils ont appris cette nouvelle, mes beaux-parents ont acheté une plaque funéraire et se sont présentés au domicile d'Albert Villemain. Ils ont constaté que celui-ci était encore en vie. Ils ont appris à ce moment-là que la famille Villemain recevait régulièrement des coups de téléphone anonymes, ainsi que des lettres. Tout cela, ma belle-mère me l'a confié après cette histoire. D'après la déposition de Gaston Hollard, tante Marguerite, papa s'est suicidé, il s'est pendu. Maman l'a retrouvé à la chaudière en rentrant du travail. L'enterrement aura lieu vendredi à 3h à Jussarult. Ma femme, stupéfaite, a répliqué « Ta mère doit être au sans-coup ». L'avoir rétorqué « Le docteur de Grange est à son chevet ». Là-dessus, ma mère a raccroché. Le fait que les Villemain ne possèdent qu'une fille a permis à ma femme de comprendre plus exactement, de croire sur le coup que son interlocutrice était Jacqueline, leur fille. Suite à ce coup de fil, nous avons acheté une plaque à Bruyères, chez Étienne. Le soir même, nous sommes allés chez Albert Villemain. Nous avons été bien surpris. J'ai dissimulé la plaque pour ne pas qu'il la voie, mais son fils Michel l'a vue. Le lendemain, j'ai téléphoné à Monique pour lui demander si elle n'avait pas été surprise de notre visite. Je lui ai avoué que nous étions venus la voir avec une plaque, suite à ce coup de téléphone. Toujours d'après une déposition de Christine Villemain. Au début de l'année 1983, Claude Hollard était venu un samedi chez mes beaux-parents pour savoir si nous avions toujours des coups de téléphone. À cette époque-là, toute la famille recevait les fameux coups de téléphone. Hollard n'ignorait pas ces histoires d'appels, ni de lettres anonymes. Je crois même que ses parents ont été victimes de ces appels et de ces lettres. Surtout que l'un annonçait que mon beau-père était décédé.
C'est ainsi qu'un jour, les parents Hollard se sont présentés chez mes beaux-parents avec une plaque mortuaire. Déposition de Ghislaine Hollard, la femme de Claude Hollard. Au début de l'année 1984, et ceci durant environ 3 mois, j'ai reçu 5 appels téléphoniques. Il s'agissait d'une voix de femme. C'était vers 13h30, lorsque mon mari partait au travail, ou 14h30. Comme je n'ai pas d'horaire régulier, la personne en cause savait que j'étais présente. Je n'ai jamais identifié sa voix. Par contre, le premier coup de téléphone m'informait que mon mari me trompait, qu'il avait rendez-vous à la chapelle. Mon mari travaillait et je n'ai pas vérifié son emploi du temps. Ma belle-sœur, Hollard Chantal, a également reçu des appels téléphoniques en même temps que moi. Il me semble qu'elle avait reconnu la voix de Dietsch, actuellement domicilié à Aumonzey ou Granges. Un jour, la femme de Claude Hollard a reçu une lettre anonyme, d'après laquelle il la trompait avec moi. Alors il y a encore quelques PV, mais on va essayer de faire vite. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la famille Hollard habite à Laveline et que eux-mêmes sont ennuyés par un corbeau. Que ce soit le père, Gaston, ou Chantal, la femme de Daniel. On retrouve aussi Claude et sa femme. Donc, on a l'impression que ça se passe au départ aussi, un peu, une grande partie quand même, du côté de la famille Hollard. Mais eux, ils ont l'air d'être ennuyés par le corbeau. Tout ça tourne autour de Laveline, comme on le voit. Herpelmont, le fief Villemain, est juste à 1 km, 1,5 km derrière. On retrouve aussi Gilberte Châtel, voisine des Hollard. Ça se passe pas très bien. Et plus tard, donc, elle déménage à Bruyères, tout en continuant de travailler à Laveline. Alors, il y a aussi une autre personne importante, c'est le fameux Michel D, amant de Chantal Hollard, ami de Daniel, le mari, surnommé la Belette, mais qui est l'alibi connu dans l'affaire pour Daniel Hollard. Effectivement, le 16 octobre, la famille Hollard, Daniel et Michel D terminent le goûter et épluchent les pommes. Ils ont cassé la croûte jusqu'à 17h10 et plus tard, donc, on commençait à éplucher les pommes. Michel D est reparti vers 17h30 d'après Chantal Hollard. Alors forcément, la Belette a été questionnée et donc il nous explique qu'il est resté environ une demi-heure avec le couple Hollard, mais qu'il a été prendre de l'essence au centre Leclerc de Bruyères, là même où dans quelques minutes il y aura Bernard Laroche pour prendre du vin. En revenant à mon domicile après avoir reconduit les époux Hollard chez eux, j'ai tiré un chèque de 150 francs. J'ai du mal à saisir, mais je vous le lis comme c'est écrit. On parle de Bruyères et on parle de Laveline. Alors je ne sais pas si les époux Hollard du coup ont accompagné cette fameuse Belette à aller chercher de l'essence. Quant aux frères de Daniel et son père Gaston, ils reviennent de la cueillette des champignons à leur domicile en passant par le café d'Herpelmont. Ils sont rentrés des champignons vers 18h, il faisait nuit, d'après la femme de Claude. Je ne pensais pas que la vidéo des chefs allait m'amener à une correction importante. Marie-Ange Laroche. Enfin, pas vraiment.
plutôt son PV du 22 octobre, l'appel qu'elle fit aux gendarmes. On a tous l'information que Marie-Ange Laroche téléphone à 5h du matin à la gendarmerie. Elle propose à la gendarmerie de passer. La gendarmerie explique qu'il ne passe pas. C'est à elle de se déplacer. Et Marie-Ange se déplace à la gendarmerie. Aussitôt devant les gendarmes, elle parle de Jackie, d'un déplacement au petit matin. Elle parle d'une dispute avec un Turc de l'usine aussi. Mais elle rajoute aussitôt que cela n'a rien à voir avec l'affaire de Grégory. On se demande pourquoi, sauf peut-être que Marie-Ange est juste une pipelette. Et c'est bien entre ces deux informations réelles que se glisse une fausse information. On a tendance à croire que Marie-Ange Laroche, ce jour-là, va balancer la famille Hollard. Mais si on lit entre les lignes des PV, cela est faux. C'est plutôt les gendarmes qui parlent de la famille Hollard. Connaissez-vous la famille Hollard? Oui, très bien. Ils sont de l'Aveline. Eux aussi ont reçu des appels et des lettres anonymes. Nous sommes aux alentours du 22 octobre et la police parle déjà de la famille Hollard. La seule famille qui, à l'époque, se retrouvera en garde à vue. Notez bien ça. La seule famille qui se retrouve en garde à vue au début de l'affaire, c'est la famille Hollard. Je corrige donc cette idée préconçue que Marie-Ange Laroche parle des Hollard. Je veux dire que Marie-Ange Laroche ne se déplace pas au petit matin à la gendarmerie pour donner des informations sur la famille Hollard. C'est bien les gendarmes qui en parlent en premier. Notez bien ça. Il faudrait revenir en 1976 à l'Aveline, rencontre de Jean-Marie et de Christine Villemain pendant les grèves de mai 1976. Dans le même temps, Gilberte Châtel, la mère de Christine, entretient une relation très courte avec Jean-Paul Jacob, le fils de Georges. Jacob, le frère de Monique. Dans la vallée, la première fois qu'on a affaire à un corbeau, c'est à l'Aveline. Ça passe par des courriers. 1977-78, courrier envoyé à Albert Villemain, à Aumonzey, mais aussi la famille Hollard. Gaston Hollard et sa femme, ainsi que ses fils, Daniel et Claude, et la femme de Daniel, Chantal Hollard. À noter aussi la belle-mère de Bruno Magron, Madame Nicole, qui travaille à la MCV. Et je rappelle pour situer que Gaston Hollard est le frère de Jeanne Hollard, la mère d'Albert Villemain. Tout ça nous ramène donc au premier corbotage de la vallée à l'Aveline. Dans le même temps, Christine Villemain, en juillet 1978, commence son travail à la MCV à l'Épange. Le couple s'installe au HLM Guéchamp. Sa voisine, Monique Collin, devient l'une de ses meilleures amies. Les deux travaillent à la MCV. Sensiblement à la même époque, les deux femmes prennent des distances. Puis le couple Jean-Marie Villemain et Christine Villemain achètent le terrain de l'Épange et font construire. Juillet 81, le couple s'installe. Dans le même temps, Monique Collin et son mari Patrick Collin deviennent voisins éloignés d'à peu près 700 mètres du couple Villemain. Il semble que le premier appel répertorié est l'appel que reçoit Albert et Monique en juillet 81 à Aumonzey en rentrant d'une balade. Le 22 novembre 1981, Monique Collin se plaint d'avoir reçu des appels silencieux. Elle passe de la musique et le corbeau interlocuteur raccroche en les traitant de sales cons. Nous sommes le 22 novembre 1981. Il est 20h30 à l'Épange. Aux alentours de 23h, dans la même soirée, une personne monte au pavillon Villemain pour casser la vitre et terroriser Christine Villemain, seule au pavillon. Il semble dans cet exemple qu'il y a une action-réaction.
On remarque aussi que le corbeau revendiquera ses gestes bien plus tard. Décembre 82, le corbeau, cette fois, crève le pneu de la voiture de Jean-Marie Villemain. Il le revendiquera 2 jours plus tard à Monique Villemain. Bien plus tard, en avril 83, il le revendiquera dans l'appel Toto Coussin à Jean-Marie Villemain. Dans cet appel, il revendique 2 choses. La première, qu'il a vu les parents à Granges, et la seconde, qu'il a vu Albert faire le tour de la maison avec le fusil. Alors je m'arrête quelques secondes. J'ai tout juste eu le temps de quitter les lieux pour partir le long des parcs derrière le lampadaire et longer le chemin pour rejoindre ma voiture. Cet appel n'est pas enregistré. Ce n'est que le lendemain que Jean-Marie téléphone à sa mère pour lui raconter cette conversation. Monique la notera et l'enregistrera. Ce fait m'a toujours intéressé. Premièrement, le corbeau semble bien connaître les lieux. Il a juste eu le temps de longer les parcs pour récupérer sa voiture. Il y reste un bout de temps là-haut. Le temps que Albert, Monique et Lionel rejoignent Christine. Plus tard, Christine ira dormir chez Albert et Monique. La voiture et le pavillon restent donc seuls et isolés. L'agresseur, donc ce jour-là, reste au moins 3/4 d'heure là-haut, voire 1 heure. La seule chose qu'il fait, c'est de faire peur à Christine, le temps qu'elle appelle Albert. Et quand Albert et Monique et Lionel arrivent sur place, le pneu est crevé. Un seul pneu. Comme si l'agresseur attendait l'arrivée d'Albert. Puis, il reste un moment pour voir Albert faire le tour du pavillon avant de récupérer sa voiture. 2 questions se posent. Qu'a-t-il fait pendant 1 heure avant de crever ce pneu et où est garé son véhicule? Pourquoi un seul pneu crevé? Pas de casse autour du pavillon. Étrange agresseur qui fait un effort pour monter là-haut, mais ne fait pas grand-chose. Faisons un détour une nouvelle fois sur l'Aveline. Il y a une personne à l'Aveline qui, à la fin des années 70, était considéré comme le corbeau de l'Aveline. Il y avait donc déjà du corbeautage à cette époque. Entre autres, la famille Hollard et Chantal Hollard qui reçut des appels et des lettres, comme quoi elle était cocu. On retrouve ces informations dans des dépositions de certaines personnes qui, à l'époque, ont été interrogées. Entre autres, donc, les Hollard, ennuyés par un corbeau. On comprend alors que Daniel et Claude Hollard vont aller se battre avec ce fameux corbeau désigné à l'époque à l'Aveline. Il y a des témoins ce jour-là. On va se battre, pas vraiment, un peu plus. Daniel et Claude Hollard vont partir rosser le corbeau supposé, qui n'est entre autres que leur cousin, le frère de la femme de Gaston Hollard, Marguerite Collin. Son frère, Marcel Collin, qui est domicilié rue du Maroc à l'Aveline, surveillant à l'usine de la filature. C'est cet homme qui est montré du doigt et accusé d'être le corbeau de l'Aveline. Dans le même temps donc, Claude et Daniel partent rosser leur cousin qui se retrouve à l'hôpital, porte plainte et touche une indemnité de 15 000 francs de la part de Daniel et Claude Hollard. De cette bagarre, il semble qu'il y ait des témoins. On ne sait pas où cette bagarre a lieu. Peut-être dans la rue, peut-être au domicile de Marcel Collin, ou peut-être et sûrement à l'usine. Il y a un témoignage moqueur. Le témoin semble bien être sur place, puisqu'il voit Daniel détaler après ses méfaits. Elle se moque en disant « Il voyait bien cette fois ».
référence à l'handicap de Daniel Hollard et sa pension de malvoyant. Déposition de Gilberte Blaise Châtel, la mère de Christine Villemain. Elle-même a donc été témoin et a dû déposer pour cette affaire qui s'est terminée au tribunal. Bizarrement, on a donc affaire à une histoire de corbeau, et plutôt assez grave, puisque cela se termine à l'hôpital et au tribunal. Tout ça proche des Hollard et de l'usine de Laveline. Un précédent. La famille Hollard a des problèmes de voisinage. Et Daniel est présenté comme une personne portée sur la chose. Rappelez-vous que le corbeau un jour fait référence à Daniel qui, à l'année 75, rendait visite souvent à Monique pendant qu'Albert était à l'hôpital. Il y a aussi cette vie plus ou moins à trois, avec un amant peut-être de Chantal. Un trio formé par Daniel, Chantal, sa femme, et un dénommé Belette, qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard à Bruyères. On a quand même l'impression, à force, qu'on se sert des mœurs des Hollard pour les faire accuser de tous les malheurs. Client facile, en quelque sorte. Problème donc de voisinage, problème à l'usine, problème de mœurs, une touche de jalousie et d'observation. Nous sommes au milieu des années 70, à Laveline. On retrouve donc un précédent de corbeau qui se termine mal, avec quelques personnes qu'on retrouvera plus tard dans le drame Villemain. Je parle entre autres de la famille Hollard, mais aussi de Gilberte Blaise Châtel. On y retrouve aussi la famille Magron, inquiétée, tout comme la famille Dietsch, peut-être la famille Boll et quelques autres. Voilà à quoi je pense. C'est pas vraiment Laveline le problème. C'est les personnes emmerdées à Laveline par un corbeau. Les personnes qui sont vraiment emmerdées, il n'y en a pas beaucoup. Magron, Colin, mais surtout les Hollard. La famille Hollard, dans son intégralité. Toute la famille, le père, la mère, les enfants, les femmes mariées aux enfants. La famille Hollard. Laveline, des bons clients, présentés comme une maison un peu ouverte à tous les vents. Les frères Hollard sont pas faciles. Un lien direct avec Albert. Albert, sa mère, Jeanne Hollard, de Granges. Je décroche un peu sur Laveline et je réfléchis sur la famille Hollard. Pourquoi on emmerde la famille Hollard? Disons que il y a beaucoup de monde à Laveline. Alors pourquoi exclusivement les Hollard? Le seul lien direct, c'est le lien avec Albert. On en veut tellement à Albert qu'on arrive même à passer par la famille Hollard. Mais quelque chose m'intrigue un peu plus. C'est assez compliqué à mettre dans l'ordre. Il y aurait peut-être quelque chose de plus machiavélique en fait avec la piste des Hollard. C'est justement pas pour accuser la famille Hollard. Mais peut-être que le corbeau préparait dans le secret. C'est comme si avec les Hollard on préparait le terrain pour les accuser. Je dis pas ça en l'air. Il y a une référence dans cette affaire qui est très trouble. C'est un PV qui parle d'un appel
reçu le 15 octobre à 13 h. Ça passe par le standard, encore une fois. Mais avant de rentrer dans le détail de cet appel tellement étrange, il faut se souvenir qu'à l'époque, l'une des seules familles qui était ennuyée et proche de la famille Villemain, c'était la famille Hollard à Laveline. C'est donc bien plus étrange de décrypter aujourd'hui cet appel si particulier du 15 octobre. Cet appel n'est pas neutre dans ce qui se prépare. Les standards de Laveline. À qui est destiné l'appel? Claude Hollard. Qu'a-t-il à voir avec l'affaire du corbeau, à part ce lien avec Albert, Laveline, les usines? J'ai remarqué quelque chose avec ce corbeau, cette équipe de corbeaux. Ils travaillent en périphérie. Ils n'ont jamais cité les gens d'Aumonzey. Ils auraient pu citer par exemple Louisette, qui couchait avec son père, qui avait accouché de Chantal, parler de la famille Jacob à Aumonzey, parler de Arrigoni, Bégel, je vais y revenir dans quelques instants. Mais en règle générale, il ne cite personne à Aumonzey, Grange, mais il emmerde la famille Hollard, Laveline. C'est alors qu'arrive cet appel du 15 octobre. À force de me répéter les choses et tourner autour, je pourrais finir par dire les choses plus facilement. Je me concentre sur la proximité, ce que j'appelle aussi la proche constellation. Alors, quand on parle de Laveline, au final, on parle des Hollard, des Collin, Magron, la famille Nicole, la famille Ditch, et puis c'est à peu près tout. Reprenons du début. Mai 1976, Laveline, rencontre de Jean-Marie et Christine au piquet de grève. Il semblerait qu'un certain Marcel Collin les ait présentés. Il ne doit pas avoir beaucoup de Marcel Collin à l'époque, mais ils ne sont pas vraiment de la même génération. En même temps, ce Marcel Collin travaille avec Gilberte Blaise, la mère de Christine. Donc, c'est possible. Marcel Collin, marié à Ghislaine Hollard. Il a donc un chemin à suivre assez facile. Ajoutons maintenant que la famille Hollard, Jeanne Hollard, la mère d'Albert, mariée à Gaston, mort pendu à Laveline, il parle avec les Hollard et les Collin, qui sont en lien, un lien d'alliance. Étonnant que ça retombe toujours sur les Hollard, bien avant le 16 octobre. Il y a comme une continuité. Si on emmerde Albert, on emmerde aussi les Hollard et les gens qui sont proches, toutes les personnes proches des Villemain. Pourtant, en continuant à y penser, la famille Hollard sont quasiment les seuls à avoir eu affaire à un corbeau à l'époque. Étonnant que cet appel, ce témoignage résonne comme ça. Pourquoi les Hollard? Pourquoi appeler Claude Hollard? C'est vrai, il n'y a rien à voir avec cette histoire au final. Lui dément, mais sa femme jure que c'est vrai. Ça n'est pas Roger Jaquel qu'on peut faire accuser. Roger Jaquel, on a l'impression que c'est plutôt les Villemain qui ont créé cette piste-là, malgré eux. On pourrait plutôt faire accuser les Hollard. C'est des bons clients. Proches du couple Albert et Monique. Les premières personnes qui sont arrêtées dans cette affaire, c'est la famille Hollard, avec un portrait robot déjà, qui ressemblait presque à Coluche. Les gendarmes étaient persuadés que c'était Chantal Hollard. Donc la famille Hollard a reçu des appels d'un corbeau. Marcel Collin a reçu lui aussi des appels d'un corbeau.
lui-même considéré par sa famille, Hollard, comme le corbeau de l'Aveline. Madame Nicole, la future belle-mère, nouvelle belle-mère de Bruno Magron. Magron, qui était donc le petit copain de Christine, avant cette rencontre avec Jean-Marie, à l'Aveline, en 1976. Au final, ça ressemble à des frappes chirurgicales. Mais Albert n'est pas en reste. Lui-même est compliqué. Une fois, il se bat d'ailleurs à l'usine, au milieu des années 70, à la même époque où il se retrouve à l'hôpital, où on retrouve Daniel Hollard, un peu trop pressant avec Monique au pavillon de Monzet. Le corbeau fait référence à cette époque où Albert fréquente Daniel Hollard. Je reviens sur cet appel du 15. Alors, peut-être que le couple se trompe, mais pour aller plus loin, admettons que cet appel a eu lieu. Cela voudrait dire que le groupe de kidnappeurs a tenté d'enlever Grégory le lundi, à la sortie de l'école, entre 11h30 et 13h, le lundi 15. Il est possible que ce groupe du kidnappeur était la semaine précédente à l'Épange. On le dit souvent. Alors, donc admettons une tentative de kidnapping et d'assassinat peut-être le lundi. Cela voudrait dire que la première personne qui a été appelée est Claude Hollard. Vu comme ça, c'est intriguant. Évidemment, il faut être prudent. Le couple s'est peut-être trompé. Mais le pire, c'est que le mardi 16 octobre, cette prophétie de malheur va avoir lieu. Grégory va être enlevé et assassiné. Alors, est-ce que la femme de Claude Hollard a pu se tromper à ce point? Quelques personnes avaient remarqué des mouvements à l'Épange la semaine précédente, voire le lundi, avec des rudères qui pensent avoir vu une voiture stationnée devant l'école, à la sortie de l'école à 11h. La petite copine de Grégory, la grand-mère étant la voisine de Gilberte Châtel à Bruyères. Elle aussi parlera d'un homme avec une perruque. Rien n'est moins sûr. Mais un appel figure dans les témoignages. L'appel du 15 à 13h. La revendication que Grégory a été enlevé.
En tout cas, une chose est sûre. Si tu veux enlever cet enfant, tu dois t'accommoder avec une plage horaire de 11h30 à 13h. Y avait-il donc un kidnappeur ce lundi 15 octobre 1984 aux alentours de 13h, là-haut, à l'orée du bois, et qui peut-être a raté son coup? Peut-être même qu'il a eu le temps d'écrire cette lettre et qu'il ne la postera que le mardi. Mais je reviens sur la famille Hollard. Jeanne et Gaston sont nés à Granges, ouvriers chez Walter, retraité en octobre 1984. Quant à Gaston, il habite depuis 1943 à Laveline. Sa femme Marguerite Collin est de Herpelmont. En sachant que la famille Villemain a des attaches à Herpelmont, tous ces gens se connaissent très bien, bien avant les faits. Ce qui fait le lien entre l'usine de Granges et les Villemain, c'est les Hollard, Gaston Hollard. Comme quoi, il y a toujours eu quelque chose à Granges. Je n'arrête pas de penser que ce corbeau passe par ce chemin. Les Villemain, les Hollard, les Collin, Granges, Aumonzey. Tout ça tourne autour des 3 usines. Laveline, Aumonzey, Granges. On remarquera que le corbeau n'a jamais dérangé Gaston Hollard à l'usine de Granges. Là aussi, il semblerait qu'il fait des choix stratégiques. Il ne déplace jamais Gaston, mais déplace Gilbert. Là aussi, il semblerait qu'il fait ses choix. Mais il y a bien une histoire de corbeau avec les Hollard. Les Hollard et peut-être la famille Ditch. Quelqu'un de la famille Ditch. Mais regardez de plus près, il semblerait bien qu'il y a aussi une histoire parallèle avec la famille Hollard et un corbeau. Les frères Hollard jouent au corbeau avec la famille Ditch. Appel anonyme et courrier famille Ditch et famille Claude Hollard. En 1982-83, j'ai entendu dire à l'usine La Filature de la Vologne, où je travaille, que Ditch, demeurant à Herpelmont, se serait plaint à la brigade de Corcieux de communication téléphonique anonyme. Il aurait reconnu Hollard Claude ou Daniel. La femme de Claude Hollard aurait reçu une lettre anonyme, selon laquelle son mari allait avec la femme Ditch. Audition de Gilbert Châtel. Dans les années 70-72, une rumeur enfle. Pendant que Albert est hospitalisé, Daniel Hollard et Monique se voient régulièrement. À noter que Daniel Hollard, à cette époque, n'a que une trentaine d'années et est encore célibataire. Quant à Monique, elle est dans la quarantaine. En 1984, Chantal Hollard, la femme de Daniel, aurait reconnu la voix de Ditch. Ditch se venge des appels des Hollard. Ce serait donc Alain Ditch qui, en 83-84, est domicilié à Herpelmont. Dans les dernières recherches actuelles sur les ADN, on parle de la famille Ditch. On nomme Alex, mais il y a plusieurs frères à cette époque. Christian, par exemple, qui va déménager à Laveline en 83, ou Alain, qui habite à Herpelmont, juste au-dessus d'Aumonzey. Il y a donc une guerre entre la famille Ditch et la famille Hollard. J'en profite quelques secondes pour resituer Herpelmont. Herpelmont juste au-dessus d'Aumonzey et surtout au-dessus de Laveline. La famille Villemain, Herpelmont. Mais il y a aussi la famille Collin. Les Hollard à Laveline, à moins de 3 km. Herpelmont, la base des Villemain.
les Manus, leurs voisins de village, la famille Collin. Tout le monde se retrouve à Erpelmont, même les Ditch. Tout petit village qui n'a pas bougé. Et les gens d'Erpelmont ne sont jamais très loin. D'Aumonzey et de Laveline, jusqu'à Rupt, Beaumesnil. Cachés dans la forêt. Étonnant de voir la famille Collin, une nouvelle fois, très proche des Villemain et des Hollard. Inconnus dans l'affaire, excepté cette histoire supposée de corbotage de Marcel Collin. J'aimerais revenir sur quelque chose qui me chiffonne. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est à propos d'une Simca. Enfin, du parking de la Simca. Si je comprends bien, Valerio, le petit ami d'Isabelle, a une Simca. Enfin, il possède même 2 véhicules. Une marque Simca de couleur verte et un véhicule tout-terrain de couleur crème. Nous ignorons la marque de la seconde voiture. Mais à propos de la Simca, premièrement, cela nous rappelle Christine qui voit un véhicule Simca Horizon Bleu faire demi-tour dans sa cour. Octobre 1982. À propos de la Simca, en octobre 82, tout le monde avait regardé du côté des Jacot. Même Jean-Marie qui lui avait posé la question. Pourtant, il y a d'autres Simca dans cette affaire. Et cela m'amène à une question. Valerio part à l'armée fin 82. Je me demande s'il est déjà propriétaire de sa Simca. En partance pour l'armée, il devra laisser les clés chez lui. La voiture à Aumonzey. Qui pourrait s'en servir? L'entretenir? Est-ce qu'Isabelle a son permis pour aller à Beaumesnil ou est-ce qu'elle est accompagnée? Qui pourrait se servir de ce véhicule si le propriétaire n'est pas là, absent? Les clés, j'imagine, dans la maison familiale. Alors, est-ce qu'une Simca est restée sur le parking de Monzey? Ceci reste juste une réflexion, à peine une question. Mais, d'après Christine, octobre 82, elle a bien vu une Simca. 2 véhicules pour les Valerio. Vous voyez par exemple Arrigoni. Le corbeau n'en parle jamais. Pourtant, Arrigoni, cela a à voir avec la vie sentimentale de Monique quand elle avait 20 ans, à Aumonzey, rue Walter. Il n'en parle jamais. Par contre, dans les années 80, le corbeau se fait passer pour la famille Bégel auprès de Marcel Collin. La famille d'Erpelmont, si proche des Hollard et des Villemain. Il ne parle jamais d'Arigoni. C'est à peu près à cette époque, à quelques mois près, que Monique rencontre Thiébaut à Granges pendant sa permission. 40 ans plus tard, un corbeau va nommer ce fantôme Thiébaut, si proche dans l'espace et le temps de Monique, Arrigoni, Bégel, Aumonzey.
Pour nommer ce nom, il faut en avoir la référence. Être de cette génération. Alors, est-ce que cette vieille génération a fait fusion avec des plus jeunes? Sûrement, puisqu'ils sont plusieurs. Des hommes, des femmes, des couples, des enfants en bas âge. Aumonzey, Laveline, Granges. Les Hollard, les Villemain, les Jacquel, les Colin de l'Épange, les Colin de Laveline, Herpelmont, les Hollard, les Nicole, de Mange, la famille Jacques, de Granges. Si proche des secrets des Villemain, si éloigné de la famille Villemain. Ce corbeau authentique, c'est la Java des années 70, avec les Hollard, les Villemain, les Jacquel, les Pierrard, les Jacob. On vieillit vite dans le coin. En tout cas, si on le lit comme ça, il y a bien un lien entre toutes ces familles et le corbeau. Il est au cœur de ce monde, mais personne n'a pensé à lui. Un chef et des plus jeunes. Chacun sa vengeance. Pour ceux qui ont encore des doutes sur les Colin à Herpelmont, on retrouve encore des Colin en 2024 entre Herpelmont et La Feigne. Cette route qui nous amène à Laveline directement. La famille Colin, la famille Villemain, Hollard, viennent de Herpelmont. Le mariage entre Gaston Villemain et Jeanne Hollard a commencé là-haut. Une vraie tragédie en plusieurs mouvements. Pour la famille Villemain qui a douté de sa famille et pour la mort de Bernard Laroche. J'ai pris le fils du chef et je me suis vengé. Et comment parler de Grégory? Ce n'est pas une tragédie, Grégory. C'est un assassinat.